Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Bison futé avait classé ce samedi noir en Rhône-Alpes et rouge dans le sens des retours. Des prévisions trop pessimistes. Des bouchons, oui, mais pas tant que ça. En Angleterre, un train à grande vitesse a déraillé. 1 mort, 5 blessés graves. C'est un miracle qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Un défaut d'aiguillage pourrait avoir provoqué le drame. Par précaution, le service de radiothérapie de l'hôpital d'Épinal est fermé après plusieurs accidents de surirradiation. Une personne est morte, 13 ont été blessés. Les familles ont porté plainte. Le succès du PACS 2006 aura été l'année des records avec une progression de plus de 26%. Le pacte civil de solidarité concurrence sérieusement le mariage, un PACS pour 4 unions. Le tuning fait son show au Bourget, personnaliser sa voiture, une passion, presque un art de l'extravagance avec des jantes chromées et des ailerons surdimensionnés. Dans l'actualité de ce samedi, d'abord sur les routes des vacances, pour cette nouvelle vague de départ et de retour, moins de circulation qu'annoncé par Bison futé, qui avait classé ce samedi noir en Rhône-Alpes. Les automobilistes ont pris leurs précautions, mais tout de même plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sur les axes qui mènent aux stations Benoît Gadret, Thierry Monnier. Station d'Éménuire, destination finale pour ces vacanciers, la plupart originaires de la région parisienne. Ils ont roulé toute la journée et sont soulagés d'être enfin arrivés. Il y a de la neige, en bas il pleuvait, donc on était inquiets, mais là il neige, donc ça va. Et là maintenant? Il fait trop froid. Ben là maintenant, voilà, dîner, goûter, gros goûter parce qu'on a tous très faim et dîner pour ce soir. Voilà. La route a donc été longue. D'abord, il y a eu la pluie incessante et puis les ralentissements jusqu'à 100 km en cumulé dans la région Rhône-Alpes. Ça a roulé quand même, mais lentement, très lentement. Ouais, beaucoup de bouchons, ouais. Il y a trop bouchons, voilà. Sinon c'est très bien la route. Des ralentissements sans toutefois de difficultés majeures. Bison futé avait vu noir. En fait, la journée a été rouge, car beaucoup de vacanciers ont pris les devants. Beaucoup d'automobilistes ont anticipé et ont écouté les consignes, à savoir qu'on a eu beaucoup de gens qui sont redescendus de station hier soir avec pas de difficultés météo. Et puis on a eu des départs très matinaux ce matin. Même effervescence à la SNCF avec le pic de trafic annuel pour la petite gare de Moutier, qui dessert plusieurs stations de Tarentaise. D'ordinaire, 600 personnes transitent ici chaque jour. Aujourd'hui, ils étaient plus de 16 000. Prudence si vous prenez le volant. Un tragique accident a eu lieu ce matin sur l'autoroute A5 en Haute-Marne. Un minibus avec 9 passagers à bord, dont 7 adolescents, a fini dans le fossé. La conductrice sera endormie au volant. Une jeune fille de 14 ans a été tuée. 2 autres adolescentes étaient légèrement blessées. Ces passagers originaires de Vendée rentraient d'un voyage en Allemagne. En Angleterre, une enquête est en cours après le déraillement d'un train à grande vitesse. Lancé à 150 km/h, il a déraillé après un virage. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Une personne est décédée, 22 sont blessés, dont 7 grièvement. Richard Branson, le milliardaire qui détient la majorité du capital de Virgin Train, évoque une défaillance du système d'aiguillage, une affaire qui repose la question de la gestion des transports ferroviaires britanniques. Dorothée Cochard, Dominique Marotel. La nuit était déjà tombée quand le train express reliant Londres à Glasgow est sorti des rails. Lancé à près de 150 km/h, il se renverse sur un talus. La locomotive fait un tête-à-queue. 120 voyageurs sont à son bord. Certains se prennent en photo dans le wagon renversé. Ils attendront plusieurs heures avant de pouvoir être secourus. Une femme âgée est décédée. 22 personnes sont blessées, dont 7 grièvement. Tout à coup, le wagon s'est renversé, la lumière s'est éteinte. C'était le chaos. Je ne savais plus du tout où j'étais, tout était senti dessous. Le train était presque neuf. On le voit ici, inauguré il y a 2 ans par le président de Virgin, le milliardaire Richard Branson. Car en Grande-Bretagne, le réseau ferroviaire est privatisé depuis plus de 10 ans. Initiative de Margaret Thatcher, maintenue par ses successeurs. Ce matin, de manière beaucoup moins tonitruante, l'homme d'affaires s'est rendu sur les lieux de l'accident, désolé mais toujours très fier de sa machine. Ce train est conçu comme un tank. Et je pense que si cela avait été un des trains de l'ancienne génération, le bilan aurait été encore plus terrible. Depuis 1980, la Grande-Bretagne a connu une triste série d'accidents ferroviaires. 18 ont été mortels. On a longtemps pointé du doigt la privatisation et le manque d'entretien des voies.
Le dernier accident en date a été causé par une défaillance d'aiguillage et selon les premiers éléments, celui-ci aussi. Une enquête technique a été diligentée pour comprendre les raisons exactes de la défaillance. La ligne devrait être encore fermée pour une quinzaine de jours, le temps de dégager la voie bien sûr, mais aussi de s'assurer que les trains pourront de nouveau y rouler en toute sécurité. Alerte rouge à La Réunion qui attend dans les heures qui viennent à 100 km des côtes le passage d'un cyclone tropical. S'il ne change pas de trajectoire, les vents continuent de se renforcer dans l'île. Des centres d'hébergement ont été ouverts et tous les vols annulés. Lionel Furstein, Marine Vincent. Des vagues énormes, une mer démontée, des rafales enregistrées à près de 200 km/h. Une plateforme scientifique a même été emportée. Le cyclone tropical Gamed s'approche dangereusement de l'île de la Réunion. Ce soir, il doit passer à une centaine de kilomètres des côtes. L'alerte rouge a été déclenchée, les habitants sont cloîtrés chez eux. On est inquiet parce que ça va aller en s'aggravant pendant la nuit. Normalement, c'est vers 6 heures qu'il sera au plus près de l'île, donc ça peut que s'aggraver. Les gens allaient au supermarché, tout le monde s'est rué sur le supermarché pour acheter des bougies, de l'eau, des piles, et donc pour faire fonctionner une radio. Tout le monde est barricadé chez soi, écouter la radio. Plus tôt dans la journée, les autorités ont décidé de suspendre le trafic aérien. Toutes les écoles et les crèches ont également été fermées. Avec un diamètre de 1000 km, le cyclone Gamed s'annonce très intense. C'est un cyclone extrêmement puissant, avec des vents très violents près de son centre, des vents de près de 200 km/h, ce qui fait qu'on attend pour cette nuit sur l'île de la Réunion des vents jusqu'à 150 km/h sur les côtes et jusqu'à 200 km/h sur les hauteurs de l'île. 10 000 foyers seraient actuellement privés d'électricité. La préfecture de l'île a réquisitionné des gymnases pour accueillir d'éventuels sinistrés. Je vous le disais en titre, par précaution, le service de radiothérapie de l'hôpital d'Épinal est fermé après plusieurs accidents de surirradiation. Une personne est morte, 13 ont été blessés, d'autres dysfonctionnements sont évoqués. Les familles ont décidé de porter plainte. Frédéric Montaigne, Nathalie Sapena, Patrick Asséré. À Épinal, par précaution, plus aucun nouveau malade n'est accepté dans cette salle. Dans ce service de radiothérapie, entre mai 2004 et mai 2005, 23 patients ont été surexposés aux radiations. L'un d'entre eux est mort, 13 autres souffrent de complications comme Marcel Levray, 65 ans. Il était venu pour un cancer de la prostate, cancer guéri, mais suite aux radiations trop importantes, il a perdu 15 kilos, il ne marche plus et vit avec un anus artificiel. Au début, ça passait. Et aujourd'hui, j'ai de la haine envers ça. J'ai de la haine. Envers l'hôpital? Oui. Oui. Et je voudrais qu'ils soient punis, qu'ils comprennent qu'ils ont fait du mal. Comme lui, une dizaine de patients ou leurs familles ont porté plainte. Les avocats ne décolèrent pas. Personnellement, je pense que les mensonges de l'autorité sanitaire et de l'hôpital ont empêché de sauver certaines vies. Et je demanderai au juge d'instruction de faire certaines vérifications. Parce que si on avait dit la vérité dès le départ, je suis persuadé que certaines personnes auraient pu être sauvées. Combien y a-t-il eu réellement de victimes? Pourquoi les surirradiations n'ont pas cessé rapidement? Pour l'instant, la direction de l'hôpital reste muette. C'est l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, qui va apporter des réponses. Dans un rapport attendu début mars, elle devrait revoir à la hausse le nombre des victimes. Dans le port de Dunkerque, 2 dockers ont été tués, ensevelis et sous le charbon qu'ils devaient décharger la nuit dernière. Les 2 hommes âgés de 30 et 54 ans travaillaient à fond de cale lorsque l'accident s'est produit. Une enquête a été ouverte. Et puis dans la banlieue de Grenoble, une fusillade a fait 2 morts et 1 blessé grave. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Plusieurs personnes ont tiré au fusil de chasse sur les occupants d'une voiture. Déjà il y a 15 jours, dans des circonstances à peu près identiques, des hommes avaient ouvert le feu sur 5 personnes, toutes connues des services de police. J'en viens à la campagne électorale avec la mise en garde du Conseil constitutionnel contre certaines dérives pour récupérer les fameux parrainages nécessaires aux candidats. Une mise en garde suffisamment rare pour être signalée. Sur la sellette, le candidat Nicolas Miguet, président du Rassemblement des contribuables français, dont les procédés sont contestés. Nicolas Châteauneuf, Nicolas Auer, Bruno Vinet.
C'est une lettre pas comme les autres qui a attiré l'œil de Gérard Chivardi, maire d'un petit village de l'Aude et lui-même candidat à l'élection présidentielle. Dans l'enveloppe, une brochure aux allures officielles qui explique aux élus comment parrainer un candidat. Et une enveloppe réponse. Problème, celle-ci comporte une adresse différente de celle du Conseil constitutionnel. J'ai des maires qui m'ont appelé en me disant mais on a mis dans l'enveloppe et on a envoyé le parrainage. Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel ne prendra pas en compte ces parrainages, puisque l'enveloppe n'est pas l'enveloppe officielle. Une confusion entretenue par l'aspect de la brochure, un RF rouge comme République française et le titre de guide officiel à destination des élus. À l'intérieur, chaque candidat a droit à un petit descriptif plus ou moins précis. On trouve aussi un formulaire de 2002 parrainant Nicolas Miguet, candidat à la présidentielle. Pour envoyer son parrainage, l'élu peut ensuite utiliser cette enveloppe dont l'adresse aboutit en fait au QG de Nicolas Miguet. Une confusion des genres dont se défend pourtant le candidat. C'est notre guide officiel, c'est le guide officiel de la revue RF République française, comme il y a certainement donc des guides éventuellement sur l'élection présidentielle publiés par d'autres journaux. Vous savez, le Conseil constitutionnel, il aurait mieux fait de demander à tous les candidats à la candidature qui se sont enregistrés auprès de lui, de leur envoyer donc une sorte de présentation de leur programme et de l'imprimer lui-même et de le diffuser auprès des maires. Et pourtant, Nicolas Miguet est habitué des coups médiatiques. Alors, M. Miguet, vous nous annoncez combien de signatures? Eh bien, on en a au moins 505. En 2002, il n'avait pas récolté les 500 signatures, mais jusqu'au dernier moment, il affirmait le contraire devant les caméras. Face à de telles pratiques, le Conseil constitutionnel a mis en garde les élus contre toute fausse interprétation. Gérard Chivardi, lui, a décidé de porter plainte. Les poids lourds du Parti socialiste sont désormais rassemblés autour de Ségolène Royal, tout un symbole. Les rivaux d'hier se retrouvent aujourd'hui. Laurent Fabius est la candidate du PS en meeting à Grand-Quevilly sur les terres de l'ancien Premier ministre. Jeff Wittenberg, Thierry Breton. C'est le couple politique du jour, sur les bords de la Seine. Image si improbable il y a encore quelques mois. La compétition interne, la rivalité Fabius-Royal semble loin. Il y a aujourd'hui une candidate derrière laquelle au PS, tout le monde se range. Les Français attendent un changement profond et ils voient que c'est la gauche qui peut incarner ce changement profond. Et moi j'ai besoin de tous les talents et de toutes les énergies. Dans le fief de Laurent Fabius, c'est un meeting sur mesure qui a été concocté pour Ségolène Royal. Les militants apprécient la réconciliation. Laurent c'est un ami, Ségolène pour nous c'est un ami. Alors il faut suivre. J'ai un grand coup du cœur, enfin la famille rassemblée, voilà. Et même leur salut à la foule paraît synchronisé. Laurent Fabius ne fera pas le service minimum. Pilier désormais avec Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn de l'équipe de Ségolène Royal, il dit son souhait haut et fort. Que d'ici peu de semaines, la présidente de la République s'appelle Ségolène Royal. Désormais, chère Ségolène, c'est une pour tous et tous pour une. Ségolène Royal sera plus discrète dans les amabilités, même si elle prône une Europe plus sociale, hommage indirect à Laurent Fabius qui avait dit non à la Constitution. Pour le reste, elle réagit ainsi à l'embellie que connaît sa campagne. Rien n'est fait, il y aura encore des épreuves, il y aura des obstacles encore à franchir. Expliquer, encore convaincre, encore écouter. S'il y a un frémissement dans les sondages pour Ségolène Royal, ses amis pensent que c'est l'une des leçons tirées de la défaite de 2002. En 2007, la campagne est plus réactive, la candidate admet qu'il puisse y avoir des problèmes et tente de les corriger. Pour l'instant, cela lui réussit. Le président palestinien est à Paris aujourd'hui pour obtenir le soutien et l'appui de la France dans la relance du processus de paix. Jacques Chirac appuie l'idée d'un gouvernement d'union nationale et plaide pour que l'accord de la Mecque conclu entre le Fatah et le Hamas il y a quelques jours trouve sa place dans les faits. Le président français qui a souligné l'importance de la libération du soldat israélien Shalit enlevé par des Palestiniens en juin dernier comme un geste vis-à-vis de la communauté internationale. Et puis en Italie, Romano Prodi reste en place. Le chef de l'État a refusé sa démission qui avait ouvert une énième crise politique. Romano Prodi qui devra maintenant soumettre son gouvernement au vote de confiance du Parlement. Le vote pourrait intervenir en milieu de semaine prochaine. Véritable phénomène de société, le succès du Pacs qui est entré dans la vie quotidienne des Français. 2006 aura été l'année des records avec une progression de plus de 26%. Le pacte civil de solidarité concurrence désormais sérieusement le mariage. Un Pacs pour 4 unions. Nabila Tabouri, Valérie Lucas.
C'était un matin de juin, il y a 5 ans. Pierre-Olivier et Anka avaient tout juste 20 ans. Ils étaient étudiants et voulaient poursuivre leurs études aux États-Unis. Seule solution pour partir ensemble, se paxer. Aux États-Unis, il faut être marié si on veut habiter ensemble sur un campus. Donc on s'est dit la solution la plus rapide pour obtenir cet avantage serait de se paxer. On voulait pas se marier à l'époque, on était beaucoup trop jeunes. Ça s'était passé vraiment dans un bureau, dans le bureau du greffier. On s'assigne, ils nous ont parlé, on a signé le papier et c'est vrai que l'ambiance n'était pas du tout festive. Même si un tribunal n'est effectivement pas l'endroit le plus romantique pour célébrer une union, le PACS est entré dans les mœurs. Mieux, il connaît un véritable succès. En 2006, les greffiers enregistraient plus de 76 000 pactes civils de solidarité. C'est 26,2% de plus que l'an dernier. À l'origine de ce véritable plébiscite, les couples hétérosexuels. Sur la totalité des pactes signés l'an dernier, seuls 15% l'ont été par des couples homosexuels. Il y a 6 ans, c'était 50-50. Oui, mais là c'est fait. Le PACS ferait-il de l'ombre au mariage? Depuis 2000, le nombre de noces est en baisse. On compte aujourd'hui un pacte civil de solidarité pour 4 mariages. Parmi eux, Pierre-Olivier et Anka, ils se sont finalement dit oui en octobre dernier. Le PACS, c'est vraiment, on rentre dans un tribunal, on signe un papier et on ressort. Le mariage, c'est-à-dire toute une journée. On est avec des amis, on est avec la famille, on est avec tout le monde, c'est devant tout le monde. Formule malgré tout plus souple, le PACS serait-il pour le meilleur et le mariage pour le pire? Pas vraiment. Passer devant le maire reste plus avantageux en matière de droit, notamment de succession. Les scooters et les motards en colère cet après-midi dans la capitale où un rassemblement était organisé place de la Bastille. Des propriétaires de 2 roues qui dénoncent le manque de places de stationnement et la recrudescence des verbalisations. Décidément, le téléphone portable peut tout faire, même payer ses achats, la boulangerie, au garage ou encore au restaurant ou au cinéma. Une petite révolution à Strasbourg où est menée cette expérience pilote. Les résultats sont plutôt encourageants. Christine Boss, Nicolas Frener. Anne-Marie Orzi ne se sépare jamais de son téléphone portable et pour cause, depuis 3 mois, elle réalise une partie de ses achats avec son mobile. 2,99 madame, c'est juste. Vous réglez comment madame? Par téléphone mobile. Et en quelques secondes, la transaction est enregistrée. C'est très rapide. Il suffit de composer son code confidentiel et d'approcher le téléphone à la borne et l'opération s'effectue automatiquement. On peut payer des tout petits montants, jusqu'à 200 €. Et la sécurité supplémentaire par rapport à une carte bancaire, c'est qu'on ne se sépare jamais de son téléphone. Comme Anne-Marie, ils sont 250 Strasbourgeois à tester ce nouveau mode de paiement auprès d'une 60aine de commerçants équipés d'un lecteur spécifique relié à un terminal de paiement par carte bancaire. Des commerçants séduits par cette technologie. On aime bien être innovant et aussi parce que la pharmacie, comme profession, est un petit peu en pointe déjà sur tout ce qui est paiement électronique. Nous sommes tous porteurs d'une carte vitale et c'était aller de l'avant. Une innovation testée par un groupe bancaire associé à 2 opérateurs de téléphonie mobile. Donc en fait, vous avez une carte bancaire, vous avez un téléphone. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a réuni les deux et nous avons mis la carte bancaire dans le téléphone. Donc avec ce téléphone, on peut faire un paiement comme avec sa carte bancaire traditionnelle. Le mobile remplacera-t-il à terme les autres modes de paiement? Ce n'est pas à exclure, car il y a actuellement 43 millions de portables en France contre 33 millions de cartes bancaires. 2 millions de personnes en France souffriraient d'apnée du sommeil, parfois même sans le savoir. Un trouble caractérisé par des ronflements et des pauses respiratoires répétées au cours de la nuit, épuisant pour le dormeur. Le traitement s'avère lui coûteux. Cette semaine, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan a accordé à un patient la prise en charge totale du syndrome. Une décision qui pourrait bien faire jurisprudence. Frédéric Monteil, Philippe Dimaille. Sans son masque, impossible de dormir sereinement. C'est l'appareil qui va respirer pour moi. À 69 ans, Jean-Pierre Dupuis souffre d'apnée du sommeil. En pleine nuit, sa respiration peut s'arrêter pendant 45 secondes. Alors cet appareil, c'est un peu son assurance vie, le sésame d'une nuit réussie. Ça a changé complètement ma vie, puisque il a mis fin à mes apnées. Donc, j'ai un sommeil réparateur, il n'est plus fractionné. Mon corps est bien oxygéné. Mes réveils sont limpides, mes idées sont claires et je ne sens aucune fatigue au cours de la journée. Problème, ces appareils coûtent cher, environ 230 € par mois.
La sécurité sociale les rembourse à 65%, autant que pour un rhume. Mais cela pourrait bien changer, car la justice vient d'accorder à Jean-Pierre Dupuis le remboursement à 100% de son traitement. Il y a une partie importante de la population actuellement qui se trouve un petit peu démunie devant ce traitement qui est, il faut le rappeler quand même, à vie. Si la sécurité sociale ne fait pas appel, ce jugement pourrait faire jurisprudence et intéresser les 300 000 personnes qui utilisent ces respirateurs artificiels indispensables, car sans eux, une apnée du sommeil peut virer au drame. C'est l'équivalent d'un coup de bélier dans une tuyauterie, si vous voulez, et il va y avoir une augmentation de la pression artérielle avec augmentation des risques, notamment des risques cardiovasculaires, augmentation des risques au niveau d'accident vasculaire cérébral. En cas de ronflement chronique, maux de tête ou somnolence, n'hésitez pas à consulter. 1 à 2 millions de Français souffrent de cette maladie, souvent sans le savoir. Une nouvelle loi adoptée ces jours-ci interdit la récupération de médicaments usagés, même s'il s'agit de le faire pour la bonne cause. Le décret d'application n'est toujours pas paru, mais l'association Pharmacie Humanitaire Internationale tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme. Marie-Laure Guerrier, Françoise Mazou. Bon, oui, là c'est pas beau du tout. Hein. Et là vous n'avez pas eu de soin du tout. Ils vous ont fait les points et puis c'est tout. Ouais. Bon. Association Santé Solidarité. Ici, des médecins soignent les plus démunis. Cette personne est prise en charge, elle a une carte de sécurité sociale, donc théoriquement elle peut aller voir un autre médecin. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'argent du tout pour faire l'avance de frais. 6 000 patients dans le département de l'Hérault n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers ces associations pour être soignés. Ce médecin va donc donner un traitement sans feuille de soins. Mettre des antibiotiques parce que c'est surinfecté. Des médicaments ramenés par les particuliers dans les pharmacies. Et c'est ici qu'ils sont triés. 90 tonnes chaque année, seuls 5% sont conservés, mais ils permettent de soigner 100 000 personnes dans le monde et 6 000 dans l'Hérault. Donc ce sont des médicaments non utilisés que nous trions, nous faisons un tri sélectif très sévère puisque nous ne réutilisons que des médicaments qui ont encore 18 mois de validité. Nous éliminons toutes les boîtes incomplètes, nous ne gardons que des boîtes complètes. D'où la colère de ces bénévoles. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté un amendement pour interdire le recyclage de médicaments à des fins humanitaires. On nous dit aussi, mais tous les besoins sont couverts en France en termes de médicaments, tout le monde est couvert. C'est malheureusement pas vrai, on le voit sur l'Hérault, mais on le voit sur la France. Et ces gens-là n'ont pas de médicaments. L'association continue à se battre pour que nous ne soyons pas un jour contraints de jeter nos médicaments intacts à la poubelle. Les vacances de février battent son plein, mais cet hiver ne restera pas dans les annales comme une grande saison de ski faute de neige. Un bilan inquiétant pour les professionnels du tourisme, en particulier dans les Pyrénées. Reportage Isabelle de Lyon, Nicolas Houer. En chausse dans la boue, les sommets sont plus pelés que blancs. La neige artificielle fond comme en fin de saison au printemps. Mais parmi les skieurs, peu de râleurs. C'est un petit peu ennuyeux, mais bon, c'est pas très grave. On profite quand même de la montagne. On n'a pas le choix. Heureusement qu'il y a la neige à canon, mais on fait avec. Il y a moins de pistes et on skie moins bien. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pas grave. Sauf pour le directeur de la station qui perd 60% de chiffre d'affaires. Moins de skieurs, très peu de forfaits semaine et il a fallu baisser les tarifs. Car la moitié seulement du domaine est ouverte. Je pense qu'il faudra à peu près 2 ou 3 ans pour arriver à absorber le manque à gagner de cette année, mais je crois que les stations ont toutes été habituées et préparées à subir ce genre de situation, mais même si ça n'arrive pas très souvent. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans la vallée, l'espace thermoludique ne désemplit pas. Plus 23% de chiffre d'affaires, les baigneurs apprécient cette eau à 31 degrés. C'est agréable, on se détend, on profite. Comme ça, on va pouvoir revenir demain et rattaquer le travail lundi de très bonne humeur. Les touristes n'ont pas annulé leur séjour, simplement ils pratiquent des activités estivales, comme la trottinette de descente. On a skié 3 jours, et on passe à autre chose. Ça permet de... Ce qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il y avait eu de la neige. Essayez de rester vertical. J'essaye, mais j'arrive pas. On essaye d'autres formes de glisse dans les arbres. Ce parc, habituellement fermé l'hiver, a exceptionnellement rouvert. On répond à une demande, on ne laisse pas les gens un peu tourner en rond sans activité, c'est surtout ça qui est important. Donc. Atypique, ces vacances laisseront quand même de bons souvenirs. Alors quelles sont les tendances de ces vacances de février? Il n'y a pas que la montagne, d'autant qu'on l'a vu, la neige n'est pas toujours au rendez-vous. Les Français choisissent le littoral ou carrément prennent le large vers le soleil. Julien Dupéret, Philippe Jasselin.
2007, plutôt mal parti pour être l'année du ski. Ici, dans les Hautes-Alpes, plusieurs stations fonctionnent au ralenti, pas assez de neige et une fréquentation en baisse d'au moins 10%, selon les professionnels du tourisme. Les températures étaient très douces cette année et donc beaucoup de vacanciers ont préféré ou d'attendre la dernière minute et donc profiter des prix cassés dans les stations de haute altitude ou sont carrément partis au soleil. La douceur, les vacanciers sont d'abord allés la chercher sur les côtes françaises comme ici à Pornic près de l'Atlantique. C'est l'une des tendances de ce mois de février, remplacer la montagne par la thalassothérapie. On hésite un petit peu à investir une semaine complète quand on sait qu'il n'y a pas forcément de neige. Ici c'est plus sûr. L'eau elle est là, c'est sûr. On a 20% de réservations supplémentaires sur la dernière semaine de février par rapport à l'année dernière. Donc là on peut considérer que c'est acquis puisque nous serons complets. Et puis il y a ceux qui cherchent un soleil d'été en plein hiver. Non, franchement l'eau était super chaude en plus. 10 jours à l'île Maurice pour cette vacancière, de retour chez elle, mais avec de beaux souvenirs. La plage, le sable blanc, l'eau turquoise. Un décor paradisiaque quoi. C'est ce que vous cherchez quand vous partez en vacances en février? Oui, surtout la chaleur, le soleil, la mer, ouais. Pour changer du temps d'ici, de la grisaille de la France. L'île Maurice, l'une des destinations phares de cet hiver avec les Maldives ou les Antilles. Cette année, les Français sont près de 20% de plus à avoir pris la route des îles. Rugby, troisième match du tournoi des 6 nations pour l'équipe de France qui affronte ce soir le Pays de Galles. Les Bleus ont bien commencé la compétition en remportant leurs 2 premiers matchs. Pour prendre la route du Grand Chelem, il faut maintenant une victoire contre les Diables Rouges. Et à 6 mois de la Coupe du Monde, la concurrence est vive au sein de l'équipe de France. Julien Benedetto, Bruno Géraudon. Pause. Une poussée d'excès de confiance. Voilà le danger qui guette les Bleus, invaincus dans ce tournoi, à l'heure d'affronter le Pays de Galles, bon dernier. Mais dans la tête des 40 joueurs réunis à Marcoussis, il n'est pas seulement question de grand chelem. Chaque entraînement, chaque match est l'occasion de gagner sa place pour la Coupe du Monde. L'objectif de chacun, du moins des 40 joueurs qui sont ici, c'est de participer à la Coupe du Monde. Donc, faut pas démarrer trop tôt. Hein. C'est un slogan. Il y a les présidentielles qui approchent. Hein. C'est à la fin qu'on paie les musiciens. Et pour l'heure, dans ce tournoi, les Bleus jouent une partition sans fausse note, à l'image de leur convaincant succès en Irlande il y a 2 semaines. Pourtant, l'entraîneur décide de changer une équipe qui gagne. Objectif, faire jouer la concurrence dans l'optique de la Coupe du Monde. Exemple au poste de 3e ligne centre, Chabal, excellent lors du premier match contre l'Italie, est remplacé par Vermeulen. Moi j'aime la concurrence et je pense que Seb ayant fait 2 bons matchs, ça donne une émulation saine au sein du groupe et ça m'obligera et ça m'aidera à me dépasser sûrement sur le match du Pays de Galles, du moins je l'espère. Mars 2005, le Pays de Galles remporte le Grand Chelem. 2 ans plus tard, les Diables Rouges n'ont plus d'effrayant que leur surnom. Méfiance quand même, au Stade de France, les Bleus battus ici en 2005 n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 derniers duels contre les Gallois. Et le match France-Pays de Galles à suivre en direct du Stade de France sur notre chaîne tout de suite après ce journal. Rugby toujours, l'Italie a remporté sa première victoire à l'extérieur depuis son entrée dans le tournoi des 6 nations en battant l'Écosse 37-17. La sélection italienne a marqué notamment 3 essais durant les 6 premières minutes du match. Football, en match avancé de la 26e journée de championnat de Ligue 1, Toulouse a infligé une lourde défaite à l'OM, le score 3-0. Doublé d'Elmander et 3e but marqué par Emana, Toulouse qui prend la 3e place du classement. Personnaliser sa voiture, une passion, presque un art de l'extravagance, des jantes chromées, des ailerons surdimensionnés, des lumières fluo. Le tuning fait son show au parc des expositions du Bourget, près de Paris. Vincent Fourcade, Marc de Lagenhagen. Attention les oreilles, voici l'autoradio le plus puissant du monde. 12 000 watts RMS, 56 cm de diamètre, 160 kg. C'est absolument monstrueux. Tout aussi renversant, ce monospace multimédia. 10 écrans à bord, le plus dur, garder un œil sur la route. Un grand écran tactile, télécommande, qui gère aussi à la fois les écrans vidéo, navigation et iPod vidéo, ainsi que des DVD en plafond. À l'arrière, vous trouvez un plafonnier, 2 écrans, possibilité de jouer individuellement avec les consoles de jeu. Dans le coffre, impossible de ranger une valise, mais les fans sont ravis. Magnifique, magnifique, un vrai bijou, un vrai bijou.
Technologie, design, performance, le Paris Tuning Show, c'est le rendez-vous des amoureux de la métamorphose automobile. Si je peux avoir la voiture et les filles, je suis preneur de tout. Moi, je suis un accro. C'est la voiture de mes rêves. 150 000 amateurs de tuning en France. Chacun dépense en moyenne 4 000 € par an. Et après l'électronique, ce sont les jantes qui se vendent le mieux. En termes de personnalisation, encore une fois, je pense que la première chose à faire, c'est changer les roues. Je crois que c'est la première chose que les gens vont remarquer sur un véhicule. Cette année, les rois du tuning sont les stars du hip-hop français, comme Lord City. Ils collectionnent les voitures hors normes et les signes extérieurs de richesse. L'essentiel, c'est d'avoir une voiture qui ressemble à ses aspirations. Ouais, parce que c'est un prolongement de la personnalité, de l'image qu'on a, de ce qu'on veut avoir ou quoi. Donc voilà, c'est ça quoi. 150 000 personnes sont attendues au plus grand salon européen du tuning, où des monstres de puissance partagent l'affiche avec les créations les plus folles. Quand le musée du Louvre s'installe à Atlanta aux États-Unis, déjà plus de 200 000 visiteurs, les expositions vont ainsi se succéder pendant 3 ans, ce qui déclenche une polémique dans le monde de l'art en France. Doit-on prêter aussi longtemps nos œuvres d'art? Reportage Philippe Rochaud, Aaron Diamond. Un céladon du 18e monté en bronze, à manipuler avec précaution, tout comme ces porcelaines qui ont fait 6000 km en avion avant d'atterrir au Grand Musée d'Atlanta. Envoyer nos collections aussi longtemps à l'étranger met en péril leur intégrité, disent plusieurs centaines de personnalités du monde de l'art. Mais aujourd'hui, l'infante Marguerite de Velázquez est devenue accessible aux écoliers américains. Dans notre école, les élèves apprennent le français, la culture française. Donc c'est bien pour eux de voir ça. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais ils ont déjà entendu parler des peintures du Louvre. Le jeune mendiant de Murillo a déjà séduit 200 000 visiteurs en 4 mois, tout comme les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. 140 œuvres du Louvre vont se succéder pendant 3 ans au musée d'Atlanta, comme ces copies de bustes du XVIIe siècle collectées par les rois de France. Une nouvelle forme de coopération culturelle. Nous essayons ici de créer un nouveau modèle de coopération et de rajeunir les échanges entre les musées du monde. 2000 professionnels des Beaux-Arts ont pourtant signé une pétition contre cette forme d'échange. Mais pour la direction du musée du Louvre, ces prêts d'œuvres d'art à long terme n'ont rien d'exceptionnel. Elles seront au total absentes 1 année de France et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà arrivé. Très souvent, des expositions qu'on a fait dans le passé ont 2 ou 3 étapes et en général, elles partent 1 année. À l'origine, ce n'est pas la France qui a choisi de faire voyager durablement ses œuvres d'art. Ces pays étaient demandeurs et l'argent récolté permettra de financer la restauration de plusieurs salles du musée du Louvre. Cinéma sorti sur les écrans mercredi prochain de Chronique d'un scandale de l'anglais Richard Eyre, un thriller psychologique original, une histoire de manipulation entre 2 femmes. Les 2 actrices, Cate Blanchett et Judi Dench, sont toutes les 2 nominées aux Oscars qui seront décernés demain soir. Pascal Deschamps, Brice Boussoir. L'une est devenue incontournable des films d'auteur aux grosses productions hollywoodiennes. L'autre est passée de 30 ans de tragédie shakespearienne à James Bond. Un duo de choc pour un film shocking, tiré d'un roman anglais qui raconte la relation trouble entre 2 professeurs. Sheba, la petite nouvelle, et Barbara, vieille fille solitaire en mal d'affection. Les autres sont envoûtés par elle. J'ai toujours su que nous serions amis. Lorsque Sheba a une liaison secrète avec l'un de ses jeunes élèves, Barbara va en profiter pour prendre l'ascendant sur elle, devenir sa confidente, forcer son amitié. Je ne te dénoncerai pas, rassure-toi. Je veux t'aider, tu comprends, t'apporter mon soutien dans cette affaire. Tu ne vas pas leur dire? Vous êtes plongé dans les pensées d'une femme incroyablement seule, aigrie et pleine de rancœur. Et c'est très angoissant. Je suis Richard, entrez. Envahissante, jalouse, Barbara incarne à merveille les frustrations, les obsessions de ceux qui n'ont jamais connu l'amour. Ce que tu veux dire. J'ai tellement peur de finir mes jours toute seule. C'est une femme qui n'a jamais eu l'occasion d'exprimer ses émotions. Elle les a reportées sur son chat. Pauvre chat. J'ai demandé à l'auteur du livre, mais pour elle, quel serait le comble du bonheur? Elle m'a répondu pouvoir partager
un appartement avec Sheba et être autorisée à lui frotter le dos. Et j'ai trouvé ça très juste, mais aussi très désespérant. Parlez-moi donc de votre amitié avec Madame Hart. Une histoire de manipulation qui parvient tout à la fois à vous envoûter comme un thriller et à vous émouvoir en donnant à voir une immense solitude. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Valérie Alexandre, 20h50, en direct du Stade de France. Le tournoi des 6 nations, la France contre le Pays de Galles. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.